Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être le seul à reconnaître le génie d'une œuvre artistique ? Les sensibilités de chacun sont différentes et on est parfois extrêmement attaché à des albums qui pour d'autres sont assez anecdotiques. Quand on grandit en écoutant du rap français, on s'attache parfois à certains CD pour leur message, leur style musical, ou parfois même sans vraiment comprendre la raison. Mais ces albums résonnent en nous et marquent de façon définitive une certaine période de notre vie. Aujourd'hui, un sujet assez personnel donc, dans lequel vous vous retrouverez peut-être aussi, puisqu'on va aborder 10 albums de rap français extrêmement sous-cotés, à mes yeux en tout cas. Et avant de commencer, le plus important bien évidemment, c'est de s'abonner. On fait ça et on commence la vidéo, ça vous va ? Allez, c'est parti. C'est quoi le meilleur album de Freeze Corleone ? Tout le monde répondrait La Menace Fantôme ou ADC, mais je suis pas tout à fait d'accord, pour moi c'est pas eux les meilleurs. Il y a un album dont on oublie trop souvent de parler, c'est Projet Bluebeam. Pourquoi ? Parce que dans cet album il y a tout, et contrairement à La Menace Fantôme, il n'y a pas de déchets. C'est 11 morceaux vraiment excellents, et surtout on a beaucoup de surprises, parce qu'on connaissait pas encore toutes les facettes de la technique de Freeze. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai le sentiment d'être beaucoup moins surpris qu'avant quand j'écoute du Freeze Corleone, tout simplement parce qu'on a pris l'habitude de sa technique assez atypique, mais à l'époque de Projet Bluebeam, je me prenais vraiment une claque toutes les deux mesures. Ses figures de style bien à lui, notamment les doubles sens et les répétitions fonctionnent trop bien, et ses références et son côté complotiste ont apporté quelque chose de nouveau aussi. Bon, déjà on sait qu'il sait faire des intros, mais alors là, l'intro sur le sample d'Harry Potter, c'est une masterclass. 1 an, 2 ans, je commence à marcher comme un mort-vivant. Après ça, tout s'enchaîne parfaitement, c'est un condensé de tout le meilleur de Freeze Corleone et les prods sont excellentes aussi. On a un seul featuring avec Osiris Jack et je trouve ça parfait, surtout qu'après on a un peu une overdose de feat avec Freeze. Sur LMF, il y en a franchement beaucoup trop. Je pense que c'est le moment où son univers et son style sont arrivés à maturité, et pour moi il était vraiment à son apogée à ce moment-là. Et cet album est vraiment sous-coté parce qu'au niveau des ventes, ça a pas suivi. Il me semble qu'il a eu aucune certif, ou alors il a mis très longtemps à en avoir. J'ai pas trouvé, mais à mon avis, il est pas du tout certifié cet album, contrairement à LMF et ADC qui sont double platine et platine. Donc ça n'a rien à voir au niveau de la reconnaissance commerciale. Mais Projet Bluebeam, ça a été essentiel dans sa carrière, puisque ça a été un tremplin qui a permis de vraiment événementialiser la sortie de La Menace Fantôme, grâce à quoi il a vraiment changé de statut dans le rap. Cet album fait partie des tout meilleurs de l'histoire du rap français et on n'en parle quasiment jamais. Donc moi je vais en parler. C'est Youssoupha, Noir Désir. Un album parfait. Essayez de trouver un album avec un aussi bon équilibre entre rap pur, messages passés et morceaux commerciaux, et franchement, c'est très dur à trouver. Le talent de Youssoupha était déjà extrêmement reconnu dans le milieu du rap au moment de la sortie de Noir Désir, mais ça lui a permis de passer un step et de viser un public beaucoup plus large. C'est Youssoupha, donc c'est super bien écrit et bourré de punchline, aussi bien dans le conscient que dans l'ego trip. Et en plus, Youssoupha en profite pour régler ses comptes avec Éric Zemmour de façon magistrale. Bon, petit rappel de l'histoire, dans À force de le dire, Youssoupha a dit ça. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con. On s'est censuré, mais sur la première version du morceau, ça disait Éric Zemmour. Du coup, Éric Zemmour a considéré ça comme une menace de mort et a porté plainte, et Youssoupha lui a répondu dans l'album Noir Désir avec le morceau, l'excellent morceau, Menace de mort. C'est une menace de mort. Les accusations sont graves et comme d'hab on fait avec. C'est vrai qu'on est trop hard et puis notre art est de vous vexer. Dans ce son il répond à Zemmour mais en profite surtout pour défendre le rap français et tous les artistes victimes de censure. C'est un morceau extrêmement fort mais on a aussi des morceaux beaucoup plus légers avec Dreamin', avec Indila qui fonctionnent super bien par exemple. Bon après je pourrais parler de tous les morceaux de cet album, tant je les aime et tant ils sont excellents mais ça prendrait des heures. Donc si je devais en conseiller un seul, ce serait L'Enfer c'est les autres. C'est un peu un équivalent de Suicide Social dans la thématique, Youssoupha dénigre l'ensemble de la société sur 2 couplets, tout le monde y passe. J'en veux au monde entier, y'a que mon peur à qui m'apaise. Et au final il explique que cette haine vient de ses propres failles et que l'intolérance en fait, c'est totalement absurde. On fait des erreurs mais on préfère rejeter la faute. Et on se contentera de dire que l'enfer c'est les autres. Bon, cet album ça reste le plus vendu de Youssoupha, donc la reconnaissance commerciale a été présente, mais il reste sous-coté à mes yeux parce que pour moi il a sa place dans le débat, dans le classement des tout meilleurs albums de rap français de tous les temps.
Le meilleur album de Damso. Les puristes me diront batterie faible, les gens objectifs me diront sûrement ipséité, et les gens qui n'ont pas de goût me diront Béa. Mais il y en a un dont on ne parle jamais et qui est vraiment sous-coté à mes yeux, c'est Lithopédion. C'est le troisième et dernier album de Damso sous 9 de 8 et déjà ça partait mal parce que son propre producteur Booba détestait le projet. Pendant la conception de ce disque, il y a eu beaucoup de conflits entre d'un côté Damso qui voulait avoir une liberté créative totale et de l'autre côté Booba qui n'aimait pas du tout ce qu'il entendait. Et le moment où le conflit a été à son prime, c'est par rapport au morceau Julien qui raconte l'histoire d'un pédo. Faites pas de vanne sur mon nom, je vous vois venir en commentaire. Bref, Booba a clairement dit à Damso qu'il ne voulait pas qu'il intègre ce morceau dans l'album, mais Damso a quand même fait du forcing pour qu'il y soit. Au final, il y a été, et on connaît la suite. Damso quitte le 9 de 8, ils sont encore en clash à l'heure actuelle. Mais ce morceau est finalement bien représentatif du projet, c'est expérimental, ça nous met parfois mal à l'aise et nous sort de notre zone de confort, mais c'est franchement réussi. Julien est extrêmement bien écrit malgré sa thématique dérangeante. En introduction, on a l'excellent morceau Festival de rêve qui est franchement excellent. D'ailleurs, pour l'anecdote, selon Damso, il est écrit sous forme de palindrome ce morceau. Ça veut dire qu'il peut être lu dans un sens et dans l'autre. Franchement, j'ai jamais compris le délire du palindrome en l'écoutant et le réécoutant plusieurs fois, mais apparemment c'est le cas. On a des morceaux comme Perplexe, 60 années ou Ennemi dont personne ne parle jamais, mais pourtant ils sont excellents. Et il y a aussi le morceau Ipséité en bonus qui est clairement un top carrière pour moi. Le seul problème, c'est que dans cet album, il n'y a pas de tube, donc forcément à côté d'Ipséité, ça fait pas le figure. Il y avait pourtant le morceau Silence avec Angèle qui aurait peut-être pu avoir ce rôle-là, mais la mayonnaise n'a pas vraiment pris. Le plus streamé, ça doit être Feu de bois, mais personnellement ce morceau, je le trouve pas terrible du tout. Bref, dans l'ensemble, ça reste un très bon projet, même si bien sûr, il n'est pas aussi bon qu'Ipséité, et ça reste surtout pour moi le dernier bon album de Damso. Arrêtez de dire que l'album Le Chant des Sirènes d'Orelsan a mal vieilli, je vais vous expliquer pourquoi c'est son meilleur. Bon, déjà ça démarre avec Raelsan et Le Chant des Sirènes, deux immenses morceaux de rap dans lesquels Orelsan en profite pour faire taire les polémiques autour de lui de façon magistrale. Ensuite dans cet album, il arrive à une prouesse qui est assez rare, c'est faire du bon rap commercial, et Orelsan dans ce CD il y arrive deux fois avec La Terre est ronde et Si seul. Orelsan, sa plus grande force c'est de parler à toute une génération, on l'a vraiment vu grandir et évoluer à travers ses albums, et là ça retranscrit parfaitement les problématiques de trentenaires qui se cherche un peu quoi. Double vie et Finir mal, c'est deux excellentes chansons de rupture sur une thématique qui parle franchement à tout le monde. Et 2010, putain je sais vraiment pas quoi dire de 2010, c'est un véritable banger et je comprends pas pourquoi personne n'en parle jamais aussi. Et surtout, il y a l'un des tout meilleurs morceaux de sa carrière, bien sûr, Suicide Social. Bon, certes, quand on écoute un morceau comme Des trous dans la tête, on peut se dire que ça a mal vieilli, que la prod est très ancrée dans son temps, ok. Mais c'est ça aussi Orelsan, ses albums sont vraiment chacun ancrés dans une époque, mais ils sont extrêmement bien réalisés. Perdu d'avance est hyper daté aussi au niveau des instrus, mais comme c'est un style un peu plus intemporel, on dit pas forcément que ça a mal vieilli. Bref, maintenant j'espère que vous direz plus que Civilisation est meilleur que Le Chant des Sirènes par pitié. Le seul album qui rivalise avec Le Chant des Sirènes, c'est bien sûr La Fête est finie, qui est très certainement son album le plus complet. Le plus grand groupe de rap français après 2015, pour moi, c'est sans aucun doute la MZ. Venez pas me parler de 13 blocs, de 4 queues ou je ne sais quel groupe. L'influence de la MZ a été énorme et jamais reconnue à sa juste valeur, je trouve. Le groupe a commencé avec les projets MZ Music, Demo, HP et Joker sont entourés par leur manager Davidson et soutenus par Zoxy et Mélophilo des Sages Poètes de la Rue. Tout démarre parfaitement et le groupe progresse vite avec leur premier gros hit, Lune de Fiel, sorti pour la Saint-Valentin 2014. Ils sortent ensuite leur premier album, Affaire de famille, qui est un échec commercial malgré quelques morceaux qui se démarquent. Mais celui qui sera leur meilleur, c'est leur dernier album, La Dictature, ce projet est tout simplement excellent. On a des gros hits comme Les Princes avec Nekfeu, MD ou encore Toi sur moi. Je suis au studio bébé, je n'ai pas de réseau. Quel morceau Toi sur moi, quel morceau. L'album est bourré de pépites et ça paye au niveau des ventes puisqu'ils écoulent 22 000 ventes en une semaine contrairement à 2600 pour leur album précédent. Il sera même disque d'or quelques mois plus tard, donc là on se dit que ça y est, la MZ est partie pour tout rafler. Mais non. HP et Demo se prennent la tête avec Davidson, leur manager, qui est aussi le frère de Joker, donc ils se prennent la tête avec Joker aussi par extension. Ils ont même dévoilé que sur la fin, en tournée, ils faisaient semblant de faire le show sur scène, mais ils s'adressaient même pas la parole une fois le concert terminé. C'est une fin bien triste pour ce groupe qui avait une vraie identité, une complémentarité entre ses membres et un truc en plus. Bon, par la suite, Joker va quand même faire une carrière solide avec des très bons albums à son actif. Il y avait un moment une rumeur comme quoi la MZ allait se reformer, mais ça a été démenti formellement par Joker, donc malheureusement, on n'y aura pas droit.
L'apogée de la section d'assaut, est-ce que c'est l'apogée, hein? Gamberge. Derrière cette question philosophique, il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi on ne parle jamais de l'album Les Chroniques du 7-5 volume 2? Quel projet! Bon, déjà d'un point de vue commercial, aucun souci, il y a des tubes de fou comme Qui t'a dit, Paris va bien, À bout de souffle ou Plus qu'un son, rien que ça. Mais niveau rap, c'est exceptionnel et tous les membres du groupe brillent vraiment. Ils ont d'ailleurs chacun un morceau solo, ils sont tous super. Mention spéciale au morceau AD de Barakadama, foncez l'écouter si vous connaissez pas, la performance c'est incroyable. J'ai pas mal de phases aiguisées, la paix à Panamera. J'arrive à Panard négligé pour partir en Panamera. Mais même ceux qui sont un peu plus en retrait habituellement, comme Doomams, Gyrochrome ou Masca, ont des super morceaux solo sur le projet. Bref, cet album c'est clairement la bande-son de mes années collège. Ça a vraiment conforté le statut de la section d'assaut après la grande surprise et l'explosion commerciale qu'a été l'école des points vitaux. Et c'est tout simplement excellent, quoi. Pas plus compliqué que ça le rap. Ça a parfaitement préparé le terrain pour l'apogée et la suite de l'histoire on la connaît, hein. Le groupe a tout raflé et s'est imposé en leader du rap français sur cette période. Ensuite le groupe parisien devait revenir avec un nouvel album, Le Retour des Rois, mais malheureusement on n'y aura jamais droit. Voilà. On parle pas assez du fait que Prince Wally a combattu un cancer pendant 3 ans et ensuite il est revenu avec un album qui est un classique. Voilà, c'est dit. Parlons de l'album Moussa s'il vous plaît. Un jour, Prince Wally se réveille sans voix, le diagnostic est terrible, il est atteint d'un cancer du thymus. Le combat est dur mais il revient dans le rap français qu'il a laissé en tant que rappeur prometteur, et quel comeback. D'abord avec un single Walligator redoutablement efficace. Tous les jours faut se la baquer les flics, quand les chiffres nous mentent ça devient électrique. Puis un deuxième, Avertisseur partie 2, en référence au morceau Avertisseur de Lunatic, groupe dont il est fan, et une référence aux X-Men dès le début du son. Survivre, tu crois que c'est un jeu, c'est un sport? C'est bon, moi il en fallait pas plus pour me convaincre que ça allait être un album de malade, et je me suis pas trompé, hein, l'album est excellent. L'intro est faite par Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, avec qui il avait aussi collaboré sur l'outro de son précédent projet. Une belle histoire donc. D'ailleurs tous les feats sont excellents, on retrouve aussi Ali sur le projet, pas mal comme invité pour un fan de Lunatic. Mais il y a aussi Luigi, Makala, Jazzy Baz et Enchanté Julia qui est aujourd'hui sa femme. Et aussi sans oublier Frisk Orleans sur le morceau Balotelli qui est un pur banger. Génération, Mario, Balotelli font les teintures jaunes, ils font les balles de tennis. Mention spéciale aussi au morceau Movie qui est ultra cinématique et qui est un excellent morceau au niveau storytelling, c'est une dinguerie. Et en vrai, tout simplement, je vous invite à écouter tout l'album parce que c'est une masterclass, donc franchement, bravo et merci Prince Wally pour cette magnifique œuvre. Le meilleur enfant que la drill ait fait naître en France, en vrai, c'est Ziak. Et venez pas me dire Gazo, hein, parce que Gazo, pour moi, Frisk Orleans lui a donné une carrière, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Pour Ziak, tout commence par une série de morceaux qui sortent sur YouTube et Rasputin, qui va créer un séisme. Le deuxième séisme, c'est bien sûr Fixette, son morceau le plus streamé jusqu'à aujourd'hui. Zipette, elle fait une fixette sur ma poule. Ziak élargit donc son public à chacune de ses sorties, chacun de ses singles, et il va donc annoncer un album Akimbo, et quel album! C'est bien écrit, bien rappé, bien produit, les visuels sont super travaillés, franchement c'est parfait. Et même s'il s'est fait connaître avec de la drill, disons, traditionnelle, dans cet album-là, il va aller bien plus loin que ça. Déjà, il y a l'un des très rares morceaux de drill consciente sur cet album avec Vrai Faux. Le type veut un 6 coups, il connaît même pas Zizou, ce monde a perdu la raison. La drill, c'est un genre de musique qui dénonce sur ce que je veux dire ou pas. Mais il varie aussi les styles avec du boom bap sur la UI, c'est de la two-step sur Badman Trip et ça marche trop bien. Bon, cet album est une réussite commerciale, en réalité il a quand même été disque de platine, mais on en parle quand même pas assez. D'ailleurs Ziak, de façon générale, je trouve que c'est un excellent artiste qui mériterait un statut un peu plus grand dans le paysage du rap français actuel. Quand on compare à Gazo qui a explosé au même moment et sur le même créneau, Gazo a quand même eu une beaucoup plus grande carrière au niveau commercial et c'est assez incompréhensible étant donné que niveau du talent, pour moi Ziak c'est quand même à des années-lumière. Et un album dont il faut absolument parler, c'est Era de Giorgio. Je pense que cet album est noyé dans la masse parce qu'il est sorti en 2016 à une période où il y avait encore beaucoup de très bons albums qui sortaient,
mais il est vraiment exceptionnel. Bon, il a quand même fait disque de platine, attention, la reconnaissance commerciale était bien là, mais il mérite encore plus de lumière à mes yeux. En termes d'écriture, c'est impressionnant, que ce soit sur des textes personnels ou sur du storytelling. Et qu'est-ce que ça rappe bien, le flow coule tout seul sur les prods, c'est du velours. 2-3 rimes sous la veste, un flash dans la North Face, c'est pas du gospel, mais pour les gosses perdus qui prennent des grosses peines. Tellement qu'il a confiance en sa plume, il se permet de faire du slam sur La Vue du Sang et ça fonctionne super bien aussi. Bref, pour vraiment comprendre toute la force de ce projet, je pense qu'il faut l'écouter en entier et dans l'ordre. Donc je vous invite à le faire, franchement vous allez vous régaler, faites-moi confiance. D'ailleurs Giorgio a sorti tout récemment le morceau Vendredi 13 qui me rappelle beaucoup la vibe de Hera et c'est excellent. On est que des gosses maudits qu'on pas passé le bac, bousillés par le shit ou cette saleté de rap. Les mains sales parce que ça paye up. Il a aussi sorti Fleur cette année en feat avec Némir et c'est aussi un morceau beaucoup trop sous-coté. J'ai vraiment hâte de découvrir son nouvel album, ça s'annonce pas mal du tout. Le meilleur album de rap sorti cette année, en vrai, c'est Beya. Non, je rigole. Le meilleur album de rap sorti cette année, c'est Pandemonium de Vald. Ah bah oui. Et pourtant, cet album, à l'heure où on parle, il n'est que disque d'or. C'est très bien, attention, hein, mais c'est Vald quand même, et l'album mérite plus de reconnaissance à mon avis. Les morceaux sont tous bons, et il y a une vraie cohérence au niveau de l'ambiance tout au long de l'album, je trouve. Mention spéciale à mon préféré, Superman, avec un refrain qui offre une vraie top line qui rentre en tête. Que des problèmes aussi, ça m'a vraiment rappelé le flow du Vald de NQNT, donc forcément, ça m'a beaucoup plu. La fin d'album laisse beaucoup de place à l'émotion aussi, avec notamment Paradis perdu qui aborde le décès de sa mère, c'est un excellent morceau. Et comment ne pas parler de Prozac The Pixan et son clip absolument magnifique, bourré de références, c'est mon clip préféré cette année. Bon, par contre, je vais pas parler de la réédition techno ou électro, je sais pas comment on appelle ça, bref, c'est pas... Mec, il a pas... C'est pas mon truc, quoi. Mais bon, cet album est excellent, donc vous me le platinez celui-là, s'il vous plaît. Je suis au regret de vous annoncer que cette vidéo touche malheureusement à sa fin, donc merci et au revoir. Non, attendez, oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager cette vidéo quand même. Je reviendrai peut-être avec une autre vidéo sur les albums les plus surcotés, mais alors là, je vais pas me faire que des copains, parce que quand je vais commencer à critiquer PNL et Nekfeu, pas sûr que ça vous plaise. Mais bon, bref, on se dit à bientôt. Allez, bisous.